إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام. Wesh à Alfredo, wesh. Pour cette nouvelle série de vidéos, encore. Donc pour les gens qui connaissent déjà la chaîne, j'ai décidé de la faire en français pour un peu élargir le public et parce que je veux parler de choses qui intéresseraient probablement, éventuellement des personnes qui ne parlent pas forcément en arabe. Et pour les nouveaux, donc Playback FM, c'est une chaîne qui parle de musique, de culture et de rap marocain. Pour cette nouvelle série de vidéos, j'ai décidé de parler donc de l'histoire de la trappe, surtout de la trappe marocaine. Et cette vidéo va faire office, en fait, une mise en contexte de ce que c'est la trappe et donc les origines de la trappe aux États-Unis. Et en gros, je vais essayer de répondre à la question de comment on est passé de 36 Mafia à Hliwa en passant par Young Thug et Karis, quoi. Donc, pour commencer à parler d'abord d'histoire, de personnages, etc., il est bon de revenir un peu aux origines du débat, le débat éternel de ce que c'est la trappe. Personnellement, j'ai décidé de donner deux définitions, une musicale et une un peu plus socio-culturelle, on va dire. Musicalement parlant, la trappe, c'est une branche du rap, donc caractérisée tout d'abord par un rythme beaucoup plus lent que le rap, on va dire, classique. À titre d'exemple, la trappe, elle évolue autour des 70 BPM, donc au niveau des rythmiques, comparé au traditionnel 90 BPM, donc du boom bap, par exemple. On n'utilise plus les mêmes machines pour faire des beats et faire des instrus. Donc, par exemple, à titre d'exemple, sur la West Coast, on utilise plus des instruments organiques. Dr. Dre, DJ Mustard ou DJ Quick, ils utilisaient plus donc des vraies guitares, des vraies batteries, etc. pour faire leurs instrumentales. Sur la East Coast, donc New York, on utilisait ce qu'on appelait un sampler. Un sampler, c'est ce qui permet de prendre une boucle mélodique ou une partie d'un son et en faire un beat, donc la boucler et faire un beat avec. Et pour la trappe, donc c'est une machine qu'on appelle la TR Roland ou la Roland TR 808. Donc en fait, c'est une vieille machine qui est apparue au début des années 80, qui va disparaître et qui va réapparaître à la fin des années 90, qui va être notamment utilisée par des beatmakers donc du sud qui font de la Dirty South. Donc la Dirty South, en fait, ça va englober tous les styles musicaux qui viennent du sud des États-Unis. On va utiliser cette machine pour faire des nouvelles instrus et pour faire de la trappe. La trappe, pour faire simple, des prods saturés, faites avec des grosses caisses donc bruyantes, des grosses Charleston bruyantes, des cymbales dynamiques, des samples de grosses basses 808. Donc c'est des sons que donne cette Roland, cette fameuse Roland 808. D'ailleurs, on va souvent parler donc de 808, des prods 808, des kicks 808, etc. Cette définition va évoluer avec le temps. On va arrêter d'utiliser la machine TR 808, on va commencer à utiliser FL Studio, Ableton, etc. Mais c'est les mêmes rythmiques, la même musicalité qui va définir le son trap. Deuxième dimension musicale, ça va être le flow. Fini le beatmaker, on parle du rappeur maintenant. Caractérisé donc notamment par le fameux flow triolet. C'est un flow qui va être repris par Migos, qui existe donc depuis très longtemps, mais qui va être repris par les Migos. Mais plus globalement, quand on parle de texte, ça va être des textes beaucoup plus aérés, puisque les instrumentales, elles laissent beaucoup plus de silence, beaucoup plus d'espace aux rappeurs pour chanter, notamment sous autotune ou pour partir sur des trucs, pour mettre des adlibs entre leurs couplets, etc. Et donc ça laisse des petits moments de flottement qui permettent aux rappeurs d'explorer de nouveaux horizons musicaux, etc. Au niveau des textes, c'est simple, c'est sexe, drogue et argent. C'est que là, il y a quelques années, que le débat a un peu repris, notamment avec une interview de 21 Savage qui va déclarer No, okay. Just cause some shit got an 808, it ain't trap music. I think that's what we refer to trap as. 808? The slow tempo, Nah. slow BPMs, 808. Just cause a nigga on an 808 beat, that don't make it trap. These niggas don't know nothing about the trap. Atlanta is some trap shit. Trap is some Atlanta shit. That's where trap come from. Okay. Trap suits, trap house, busting the trap. You can't make trap if you're not from Atlanta, to you. Nah. Et pour être franc, il a raison. Donc le rap,
on va dire que c'est un tableau qui va dépeindre une réalité à un moment précis. Ça a toujours été le cas. C'est la représentation d'une situation, d'un contexte socioculturel, pour utiliser de grands mots. Le rappeur, il va raconter ce qu'il voit, il va raconter ce qu'il vit. La trappe ne déroge pas à la règle. Les trappeurs, comme ils le revendiquent eux-mêmes, c'est pas des rappeurs, c'est des, on va dire, c'est des hustlers qui trappent, en fait, qui font de la trappe. Donc des hustlers, ça va être des dealers, des gens dans la rue qui essayent de survivre et donc qui font de la trappe, qui font de la musique. L'endroit où ils vivent est très important. La trappe vient d'Atlanta, historiquement parlant. Atlanta est très particulière en termes de ville aux États-Unis. Donc c'est une ville du sud qui est au milieu de plein de villes très influentes, notamment la Nouvelle-Orléans, Nashville, Memphis, Houston, etc. Atlanta, pendant les années 90, ça va devenir un carrefour pour les gens de la Nouvelle-Orléans et des villes que j'ai citées qui n'ont plus d'avenir là-bas, qui ont des problèmes là-bas ou tout simplement qui veulent se refaire. Donc Atlanta, ça va être une ville qui va attirer beaucoup de gens parce qu'il y a du travail, parce que la qualité de vie est un peu mieux. Après, bon, ça va se dégrader forcément, mais au début des années 90, c'est le cas. Pour la trappe, c'est pareil. Ça va être juste un carrefour de toutes les influences musicales de toutes ces villes. La trappe, au final, sur le papier, c'est des rythmiques de la Miami Bass, qui vient de Miami, donc de la Floride. Des hi-hats ou en trio, donc des éléments de rythmique qui viennent de la bounce music, qui vient de la Nouvelle-Orléans, notamment Manny Fresh qui a développé donc ce style. Les synthés militaires du label No Limit, le label de Master P, qui va développer des synthés très particuliers que la trappe va reprendre. Des mélodies lentes, horrifiques, angoissantes, etc. au début de la trappe qu'elle va reprendre donc de l'horrorcore de Memphis, ou ce qu'on appelle aussi le crunk de Memphis. On parle aussi donc notamment de 3 Mafia, DJ Paul, Juicy J, etc. Et enfin, donc l'énergie du crunk, donc c'est le seul truc que Atlanta a pris d'elle-même. Donc c'est le crunk d'Atlanta, notamment donc Lil Jon, donc c'est l'énergie, les cris, etc., les adlibs. Les flows, c'est pareil. Le triolet, il existe depuis les années 80, notamment avec Chuck D de Public Enemy, qui est un des précurseurs du rap, du hip-hop. Plus récemment, on a Lord Infamous aussi de 3 Mafia, qui avait vraiment développé donc ce flow en triolet. Et c'est qu'en 2016, vers 2015-2016, que ça a été repris par Migos et donc repris partout dans le monde, en France, au Maroc, etc. Enfin, parler de sexe, de drogue, d'argent et de violence, le Two Live Crew, NWA, Snoop Dogg ou Biggie le font depuis très longtemps et le font très bien, le font même mieux que des trappeurs, mais c'est juste que tout ça mélangé, ça va faire de la trappe ce que c'est la trappe. Pour faire court, pour clore le débat, Gucci Mane, Future, OG the Juice Man, Pee Wee Longway ou Young Thug, c'est des trappeurs, des vrais trappeurs. Par contre, Caris, Kanye West, Drake, Booba ou Moro, c'est des rappeurs qui posent sur des instrus trap et donc qui font de la trappe. Ça, c'est la différence. On commence notre histoire. On va procéder très simplement. On parle d'albums qui ont révolutionné la trappe, on parle de beatmakers qui ont révolutionné la trappe et des années, on va dire des années charnières pour la trappe, des années qui ont changé la trappe. Notre histoire commence en 1995 à Memphis. L'histoire de 3 Mafia qui sont très largement considérés comme les pionniers de la trappe puisqu'ils vont apporter les premiers éléments qui vont faire de la trappe un vrai style musical, un style distinct des autres styles, notamment par le côté prod grâce à DJ Paul qui était le principal beatmaker de la 3 Mafia et aussi Juicy J qui était rappeur et beatmaker pour le groupe. Donc les prods, c'est simple, les deux étaient fans de films d'horreur, donc ce qu'ils faisaient c'est qu'ils prenaient des mélodies de films d'horreur qu'ils connaissaient ou dont ils étaient fans et donc ils
ils en faisaient des beats ou tout simplement ils créaient des mélodies un peu horrifiques, un peu angoissantes, etc. Ils rajoutaient tout simplement des rythmiques qu'ils aimaient bien, qu'ils kiffaient à l'époque, notamment les rythmiques de No Limit. No Limit, c'était un label qui était très actif pendant les années 90, début années 2000. Donc Master P avec plein de ces artistes. Et donc ils étaient très présents, ils lançaient beaucoup de mixtapes sur le marché. Et ils ont pris donc ces fameuses rythmiques de No Limit, des rythmiques un peu militaires, très droites, très simplistes au final. Et donc ils rajoutaient à ces boucles mélodiques de films d'horreur. Et ça a donné finalement les premières ébauches de la trappe. C'est qu'en 2003 qu'on va commencer réellement à parler de trap music. 3 Mafia, ils font de l'horrorcore, ils font de la crunk de Memphis. En 2003, un certain T.I. avec DJ Toomp va lancer donc le projet Trap Music, qui est le premier projet trap dans l'histoire de la trap, on va dire, même si c'est réfuté par d'autres. Mais ça va être le premier à donner le nom Trap Music à la trap. DJ Toomp, ça va être un des premiers qui va relancer la TR Roland 808 et il s'inspire notamment de la Miami Bass ou de la Bounce, qui est en reprenant des éléments rythmiques un peu militaires, etc. En 2005, si T.I. se considère comme un pionnier de la trap, ça va être un autre mec qui va être considéré comme la première vraie trap star avec notamment Shawty Red, Drama Boy, qui va lancer son premier projet, donc ça va être un monument de la trap music, Thugs Motivation 101, c'est le premier projet trap de Jeezy. Jeezy, c'est un peu la personnification même d'Atlanta. C'est un jeune hustler, donc il vend de la drogue, il vend du crack, et donc il est soutenu par Big Meech, le fondateur d'une des plus grandes organisations mafieuses au sud des États-Unis, qui est la BMF, la Black Mafia Family. Il sait faire ce qu'Atlanta sait faire de mieux, donc de la vraie trap, de la grosse trap, et qu'il vend donc notamment au strip club, étant donné qu'Atlanta est très connu pour ses strip clubs. Enfin, pour clore le trio légendaire, on va dire, donc des pionniers de la trap, le dernier artiste dont on est obligé de parler, ça va être Gucci Mane. Gucci Mane, il va être très actif entre 2005, on va dire 2005-2006 et 2010, où il va lancer plein de mixtapes. En fait, il va révolutionner le genre puisque tous les ans, il lançait entre 10 et 20 mixtapes. Il inondait le marché avec ses mixtapes, il les donnait aux DJ dans les strip clubs, etc. Mais Gucci Mane va surtout être connu pour avoir lancé plein d'artistes dans la trap. Il va être appelé le Trap God, le pionnier réel de la vraie trap qu'on écoute aujourd'hui. Il va y avoir beaucoup d'artistes éminents de la trap qui vont tourner, qui vont un jour croiser la route de Gucci Mane. Notamment donc Waka Flocka, même Nicki Minaj, OG the Juice Man, et aussi beaucoup de beatmakers, dont les plus importants Drama Boy. J'en ai déjà parlé, donc il avait travaillé avec Jeezy dans son premier album Trap, et surtout Zaytoven. Il sera toujours considéré donc avec Gucci Mane un des pionniers de la trap actuelle. Ils feront office de duo qui vont révolutionner la trap, et donc ils vont collaborer sur plusieurs mixtapes, etc., sur plusieurs projets. Zaytoven qui lui, contrairement à Gucci Mane, va avoir, on va dire, une deuxième vie, une deuxième carrière, puisqu'il va collaborer notamment avec Future, puis les Migos, et donc sa musique, pour faire simple, elle sera caractérisée par donc les fameux silences dont je parlais au début. Les silences, donc ça laisse un peu plus de place aux rappeurs pour chanter sous autotune, pour mettre des gros adlibs, etc. Ça va donner un côté plus aérien à la trappe, on va dire. Quand Gucci Mane va arriver dans la trappe, il va, à la manière de Goldie Rogers dans One Piece, lancer l'ère de la trappe. Donc il va lancer plein d'artistes, il va lancer l'ère des mixtapes aussi dans le sud, le fait d'aller voir les strip clubs, les DJ des strip clubs pour vendre ses mixtapes, etc. Et donc si tu demandes à ton grand frère ou à un quelconque vieux con que tu connais dans ton entourage quel est l'album qui a vraiment révolutionné la trappe, il va te dire 2010, Flockavelli, Waka Flocka Flame. Donc Flockavelli, c'est un vrai chef-d'œuvre du genre. Waka Flocka va s'allier à un des pionniers de la trap et aussi un des pionniers donc de la célèbre 808 Mafia, un grand groupe donc de beatmakers, notamment composé de Lex Luger, dont on va parler tout de suite, de Tarantino ou de Southside, tous des grands beatmakers. Donc la patte artistique de Lex Luger s'adaptait à la folie de Waka Flocka. En fait, les deux vont s'adapter à l'autre. Waka Flocka va s'adapter donc au prod un peu plus loufoque de Lex Luger, avec un côté un peu plus inspiré
inspiration music, avec des trompettes, avec des trucs un peu plus spectaculaires, on va dire. Et la folie de Waka Flocka, il va baver dans le micro, il va crier, d'ailleurs c'est lui qui va lancer la mode des adlibs de fou, des cris, machin. Bow, 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 bow. Squad! Flocka! Ooh! Get him! Get him! Get him! Get him! Flocka! Waka! Flocka! Flocka! Waka! Waka! Riverdale! Avec sa folie, Waka Flocka va influencer une très grande scène du rap dans le monde, la drill de Chicago. Waka Flocka c'est considéré comme étant la principale influence de l'OTF, Only the Family, de Chief Keef, Fredo Santana, Lil Durk, etc. Donc la scène drill de Chicago qui elle-même va influencer la drill UK, qui elle-même va influencer toute la musique mondiale en ce moment, puisque c'est un des styles musicaux les plus populaires en ce moment dans le rap. Si aujourd'hui t'écoutes du Gazo, du Freeze Corleone et que tu kiffes, dis-toi que c'est un peu à cause de Waka Flocka et aussi de Lex Luger. Dans une deuxième partie de sa carrière, Lex Luger, donc après 2010, va commencer à travailler avec un certain Rick Ross, qui va, donc en 2010 également, va sortir Teflon Don, et donc ça va être aussi un gros album trap qui va révolutionner aussi un peu la trap, étant donné qu'il y a beaucoup de trappeurs, notamment Lacrim en France, qui vont s'inspirer de Rick Ross, French Montana aussi. Lex Luger va inspirer ce qu'on va appeler la Maybach Music qui est le label de Rick Ross et qui est caractérisé par des prods très distinctifs qu'on distingue directement. Quand on écoute une prod Maybach Music, on sait que c'est Rick Ross, on sait qu'il va faire du Rick Ross. C'est des prods, comme je l'ai dit, un peu plus spectaculaires, un peu plus inspiration music, etc. Dans les autres faits d'armes de la 808 Mafia, on a la collaboration de Southside avec Future vers 2015-2016, ou plutôt 2014-2015, sur Monster et 56 Nights. C'est deux gros projets de Future. L'ajout de Southside, ça va être une ambiance un peu plus spatiale, néo-futuriste. Future, c'est un peu un extraterrestre du genre, des effets sonores un peu plus aériens, des synthés bizarres, des synthés futuristes, etc. Et qui se mélangent parfaitement à l'ADN de Future. Pour parler de l'histoire de la trappe, on est obligé de parler de Mike Will Made It. Mike Will Made It, vous avez forcément écouté ou entendu une fois au début d'un son connu ce tag. Mike Will Made It. Mike Will Made It. Mike Will Made It. Mike Will Made It. Ce qui fera de la trappe un courant planétaire qui va quitter donc le sud des États-Unis pour se propager un peu dans le monde. Ça va être l'introduction de l'EDM, donc de la musique électro dans la boucle, mais aussi la pop music. Donc ils vont reprendre un peu les codes de la trappe et ça va être Mike Will Made It qui va faire un peu le pont entre les deux genres. Donc entre la trappe bien sale, puisque au début il collaborait notamment avec Juicy J sur de gros hits, notamment Benz Make Her Dance, qui est un gros hit de Juicy J avec Lil Wayne et 2 Chainz, il me semble. Mais qui va collaborer aussi avec Miley Cyrus, avec Kendrick Lamar récemment sur Humble, et donc qui va faire de la trappe vraiment la nouvelle pop. Donc fini l'époque de nos grands frères, on va passer à de la musique que vous connaissez forcément un peu plus et un peu mieux. On va parler de Future. Future, c'est la deuxième grande évolution de la trappe. Déjà, on parle de deux Future. Future a deux versions de lui-même. La première version où il va arriver avec les débuts de la mumble music, du mumble rap. Donc, c'est le fait de chanter et qu'on ne comprenne pas forcément les paroles parce qu'il était tout le temps sous codéine, etc. Ça va révolutionner un peu le rap. Ça va le révolutionner beaucoup plus après. Et surtout, il est avec une meuf. Le jour où il va rompre avec sa meuf, ça va nous donner la deuxième version de Future, le Future toxique, le Future qu'on kiffe, donc le Future sous codéine. Il est accro à la codéine depuis des années. Il est fan de DJ Screw et du Chopped and Screwed. Future, c'est un mec qui a toujours évolué dans le domaine de la musique puisqu'il était un peu proche de la Dungeon Family. La Dungeon Family, pour rappeler très rapidement, ça va être le label / crew qui va lancer donc Outkast, Goody Mob, donc c'est des géants de la musique, surtout à Atlanta, et notamment de Organized Noise, étant donné qu'un de ses cousins, il me semble, fait partie de Organized Noise, qui
sont les beatmakers d'Outkast, etc., de la Dungeon Family. Future a 2 carrières. On va parler de la deuxième partie de sa carrière où il travaille beaucoup avec Southside dans un premier lieu. Southside qui va apporter, on a déjà parlé de lui, donc ce côté un peu loufoque, etc., un peu spatial, puisque Future notamment à l'époque se faisait appeler Pluto, la planète par rapport à l'espace, tout ça. Puis de Metro Boomin. Metro Boomin, en fait, ça va être un beatmaker qui va s'inspirer très profondément de Southside, puisqu'au début, en fait, il fait du Southside 2.0, donc les mêmes prods un peu loufoques. Il s'adapte en fait au style de Future, mais petit à petit, il va commencer à simplifier, à épurer un peu ses productions, et donc il passe de grosses prods avec plein de synthés bizarres et tout, à des prods avec 3-4 notes de piano, une rythmique très simple, très basique, des gros kicks, etc. Et on va dire que l'apogée de ce que Metro Boomin va réussir à faire, ça va être son projet avec 21 Savage, qui est Savage Mode. Donc c'est un gros projet de Metro Boomin en collaboration avec 21 Savage, qui va s'adapter parfaitement au flow un peu monotone de 21 Savage, à ses textes un peu horrifiques aussi. Il lance des dingueries au micro en ayant donc un ton très monotone, etc. Et ça va s'accorder parfaitement au nouveau type de production de Metro Boomin qui sont beaucoup plus simplistes, beaucoup plus basiques et qui vont notamment révolutionner le genre, puisque tout le monde va essayer de faire du simpliste, de l'épuré, du basique. Et donc des gros succès pour les projets suivants de Metro Boomin, Without Warning en 2017 il me semble, et Not All Heroes Wear Capes en 2018 il me semble. Young Savage, why you trapping so hard? On est maintenant aux alentours de 2015. C'est une grosse année pour la trappe avec la sortie de Dirty Sprite 2. J'ai oublié de le préciser, mais l'année est très importante pour Future parce qu'il sort Dirty Sprite 2 qui est un chef-d'œuvre de la trappe, qui est un chef-d'œuvre de Future, qui est un chef-d'œuvre du rap en général. Allez écouter Dirty Sprite 2. I just fuck your bitch, that's some Gucci flip-flops. Dirty Sprite 2 de Future, Rodeo de Travis Scott, très important, mais surtout Barter 6 de Young Thug. Pour faire l'histoire très court, Barter 6, ça va être un gros projet de Young Thug qui voulait reprendre la série de projets de Lil Wayne qui s'appelait les Carter avec un C, et donc qui avait fait de Carter 1 jusqu'au 5. Young Thug étant un très grand fan de Lil Wayne, un peu trop, voulait faire donc le Carter 6, mais il s'embrouille avec son idole, son gourou, et donc pour le troller, il fait Barter 6, donc il enlève le C, il met un B à la place, et il pose à moitié nu sur la cover, ce qui énerve profondément Lil Wayne. Donc la musique de Young Thug, elle est caractérisée par un truc simple. Il est fou, il change tout le temps de flow, il change tout le temps de voix. Les prods, elles sont loufoques, et c'est là où on va parler de Wheezy, qui est le beatmaker qui va réaliser la majeure partie de Barter 6. Wheezy, ça va être un gros changement dans la trappe. Il va révolutionner une toute nouvelle école de la trappe. Donc pour faire simple, la musique de Wheezy, elle est tellement différente de ce que c'est la trappe à l'époque qu'on va l'intégrer dans un nouveau genre qu'on va appeler la drip music, notamment que font Ghana ou Lil Baby, qui sont profondément inspirés de Young Thug, comme la moitié des rappeurs de cette planète. Young Thug se lâche complètement sur les flows. On a l'impression d'être dans un sous-marin quand on écoute Barter 6 du début à la fin, et que Young Thug, on dirait qu'il reprend pas son souffle quand il rappe. Il y a des adlibs de fou. D'ailleurs, Young Thug, c'est un mec qui écrit pas ses paroles. Il va dans le studio, il va devant le micro et il rappe. Il dit ce qu'il a dans la tête et il sort. They wanna get on top of their wood, gon' catch splendors. What you gonna do? Me? I your thug, what you gonna do to me? D'ailleurs, Young Thug, c'est un mec qui est très productif. Il a fait des centaines de sons. D'ailleurs, il y en a plein qui ont été leakés. Donc, vous en avez pour toute une vie pour écouter la discographie de Young Thug. Il a surtout influencé des gens en dehors des États-Unis, notamment en France. Je cite vite fait Hamza, Kekra, Laylo, Joke. Dans le club avec ta maman sans soutien, maman vient me voir sur Babouak City. Ou au Maroc, Liwa ou L'Inconnu, qui ont eux-mêmes inspiré beaucoup de gens après. Par contre, Wheezy, donc son beatmaker, a inspiré beaucoup de monde aux États-Unis. Il va lancer ce qu'on va appeler la scène SoundCloud rap. Quand on parle de SoundCloud rap, on parle de XXXTentacion, de Lil Uzi Vert, de Playboi Carti.
Et donc Wheezy avec son style un peu plus loufoque, qui va influencer beaucoup de rappeurs de cette scène. D'ailleurs, je vous montre les covers des XXL Magazine. Les XXL Magazine, tous les ans, ils sortent une cover avec plein de rappeurs donc de la nouvelle génération qu'il faut suivre, donc qui vont péter. Et d'ailleurs, la plupart pètent juste après. La moitié des rappeurs qui sont représentés sur cette cover ont été inspirés de près ou de loin par Young Thug et Wheezy. Là, je m'arrête personnellement sur l'histoire de la trappe. Là, ce que je peux vous conseiller, ça va être ce qu'on va appeler la trappe 3.0, donc la trappe de Memphis. C'est une nouvelle scène à Memphis qui est lancée depuis quelques années par le label CMG. Donc c'est un label de Yo Gotti, qui est un vieux rappeur donc de Memphis, qui était notamment en clash avec Juicy J de la 3-6 Mafia, avec DJ Paul aussi. Et donc c'est un vieux rappeur qui a sorti ses premiers projets au début des années 2000 et qui maintenant a un label. T'as 42 Dugg, Moneybagg Yo, SG, Lil Migo, et ils ont sorti un projet il y a pas longtemps là. Je vous encourage à l'écouter. C'est la dernière vraie évolution de la trappe et c'est de la vraie putain de bonne musique. Pour le prochain épisode, ça va être forcément l'épisode 1. Ça va parler donc de trappe marocaine. Ça va parler de Beatmakers. Ça va parler de Moro. Donc je vous dis au prochain épisode, ça va être encore plus incroyable. Mais ben salut. While you suckers were wearing diapers, we were inventing hip-hop. Well, I wasn't, but these guys were. Let's play it back.